Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedì, les aventuriers de l'étrange. Che Silorio Massarini, soutiene di mia forza. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio après cette demi-finale absolument époustouflante. Ce soir donc, nous allons explorer un jeu de cartes qui n'est pas si innocent que ça, les tarots de Marseille. D'où vient ce jeu de cartes ? Qui l'a créé ? Est-ce que ce jeu permet de voir l'avenir ? Quel est le sens caché des 20 de l'âme majeure plus une ? Avec nous jusqu'à minuit, un spécialiste français de ces cartes, Jean-Claude Flornoy. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cela fait plusieurs années que vous étudiez, vous, ces cartes, leur histoire, ce qu'elles cachent, car vous êtes d'accord avec moi, ce tarot de Marseille n'est pas qu'un simple jeu de société, loin de là. Il n'a jamais été conçu comme un simple jeu de société. C'est toute une transmission historique et de toute une civilisation intérieure, une civilisation spirituelle qui est passée au travers de ce jeu et que les anciens ont décidé de nous transmettre sous cette forme un peu particulière. Alors justement, nous allons explorer les différentes arcanes des tarots de Marseille. Si vous aussi vous utilisez les tarots de Marseille pour prédire l'avenir ou encore pour essayer de comprendre le sens caché des cartes, eh bien vous êtes le bienvenu ou la bienvenue dans cette émission. Vous avez deux possibilités pour vous exprimer. D'abord par SMS sur votre téléphone portable. Vous tapez le mot Sud, vous laissez un espace et vous envoyez votre réaction, votre question accompagnée de votre numéro de téléphone si vous voulez que l'on vous rappelle. Vous envoyez donc le tout au 71 200 ou vous pouvez nous contacter directement par téléphone. Cyril, notre standardiste, est toujours fidèle au poste. Il attend vos réactions au 0826 300 300 0826 300 300. Vous pouvez évidemment, alors ça c'est la nouvelle également concernant les aventuriers de l'étrange, réécouter cette émission ou nos émissions précédentes en les téléchargeant sur Internet. C'est totalement gratuit. Vous téléchargez le programme iTunes, I-T-U-N-E-S, iTunes. Vous le téléchargez et ensuite vous allez sur ce site. Dans la section podcast, vous tapez Sud Radio et vous allez avoir la possibilité de télécharger les émissions, les aventuriers de l'étrange. Il y en a 6 qui sont en ligne à votre disposition pour que vous puissiez les écouter lorsque bon vous semble. Les tarots de Marseille, donc ce soir jusqu'à minuit avec notre spécialiste Jean-Claude Flornoy. Dites-moi Jean-Claude Flornoy, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous êtes intéressé et passionné pour les tarots de Marseille? D'abord, c'était une drôle d'histoire. Ma première rencontre avec les tarots de Marseille date de mes 18 ans. Ah oui. Et on m'avait prêté un livre qui était le tarot de Marseille par Paul Marteau, qui est un grand classique de la chose, et j'avais trouvé ça incompréhensible. À l'époque, je faisais des études de philosophie, j'avais trouvé ça complètement nul. C'est pas une blague. Oui. Au cours de ma vie, à l'âge de 33 ans, j'ai rencontré un gitan, un homme très bizarre. Et là, il me sortait le tarot tout le temps. Je lui ai dit non. Pareil, je lui ai dit non, le tarot, ça me gonfle. C'est quelque chose d'épouvantable, on n'y comprend rien. Et toutes les histoires que j'ai pu entendre et lire sur le tarot depuis des années, ne m'ont pas fait avancer d'un millimètre. Je ne suis pas d'accord avec le tarot, s'il te plaît, range ton tarot. Il m'a dit d'accord. Et par contre, est-ce que tu aimes bien mes histoires, m'a-t-il dit. Je lui ai dit, ah oui, j'adore tes histoires. On a passé 3 semaines ensemble, il m'a raconté des tas d'histoires. Et quelques années après, un matin, en prenant
prenant mon café, voilà, le tarot m'est devenu clair, complètement clair, j'avais tout compris. Là, comme ça, tac. Comme ça, tac. Ce gitan, je ne sais pas comment il avait fait, mais il avait réussi à me transmettre le sens intérieur du tarot. Et ça a pris du temps, ça a pris quelques années pour maturer. Et un jour, tout était clair. Mais alors, dites-moi, Jean-Claude Flournoy, Oui. depuis vous n'avez cessé de vous intéresser au tarot de Marseille. Les tarots de Marseille servent à prédire l'avenir depuis le départ, depuis leur création, je serais tenté de dire. Le tarot de Marseille est une très vieille histoire ils apparaissent ex nihilo en Italie du Nord aux alentours de 1376-1377. Ah, quand même, c'est vieux. C'est extrêmement vieux, ça fait presque 7 siècles, et 6 siècles et demi. Et nous avons les premiers tarots qui nous sont conservés, sont des tarots qui ont été faits pour des princes, les Visconti Sforza, et ce sont des tarots enluminés, c'est-à-dire peints à la main, sur des papiers très fragiles. Mais ils ont été faits par de très grands artistes de l'époque, et ces cartes sont trop grandes, trop fragiles, tout ce que l'on veut, trop belles, pour avoir été utilisées dans le jeu que nous connaissons aujourd'hui. Oui, c'était donc... Aujourd'hui. Donc, le seul usage possible est de la divination. Ah oui, elle ne servait manifestement pas à jouer. Ça n'était pas un jeu de société, c'est pas possible. Au départ, ces extrêmement belles cartes faites pour la famille Visconti Sforza n'ont pas pu servir pour le jeu, mais nous savons aussi, compte tenu de nombreux interdits faits par les églises, les évêques et les différentes villes, interdisant le jeu de tarot, nous savons que c'était aussi un jeu populaire d'argent. Donc les deux, depuis le départ, ont coexisté les deux usages, l'usage de jeu d'argent et l'usage de support de divination. Oui. Voilà ce qu'on peut dire. Mais alors, leur origine, est-ce qu'on sait exactement d'où viennent ces cartes ? Beaucoup d'hypothèses depuis le 19e siècle ont été émises. Mais aujourd'hui, je dirais que l'origine du tarot, c'est la culture traditionnelle occidentale qui a suivi un biais très particulier. L'origine du tarot, il faut remonter ça à cet événement épouvantable qui a été l'exécution des principaux dignitaires du Temple en 1314 sur l'île aux Juifs à Paris. Ce jour-là, non seulement les grands dignitaires du Temple ont été exécutés, mais étaient présents la plupart des grands maîtres des fraternités de constructeurs issus et formant le compagnonnage de l'époque. Vous voulez parler, quand vous parlez des maîtres du temple, des Templiers, c'est ça? Des Templiers. Oui. Et je parle aussi des maîtres des fraternités de constructeurs, qui dans leur rang avaient aussi bien des architectes que des dessinateurs, les imagiers. Oui. Et ce jour-là a été décrété ce que le compagnonnage nomme la grande grève des cathédrales. Sur l'ensemble des chantiers sur le domaine du roi de France ont été abandonnés dans les 3 semaines et le grand exil a été ordonné par l'ensemble des maîtres des fraternités. D'accord. Et c'est un très grand exil de tous les professionnels de France qui a eu lieu. La plupart sont partis en Italie du Nord, où ils ont travaillé pour les princes, et ce sont eux qui ont fait la Renaissance, ces ouvriers d'exception qui ont fait la Renaissance italienne, le début de la Renaissance italienne. D'autres sont partis au Portugal, qui était une possession privée à l'époque de l'ordre du Temple, ou sont partis dans les royaumes d'outre-mer, les royaumes du Moyen-Orient. Mais quel est le rapport entre cet exil et la création de ce jeu de cartes? Et ce sont des imagiers de ces royaumes du Moyen-Orient qui, lors de la chute et la fin de tous ces royaumes, le dernier royaume franc du Moyen-Orient est tombé en 1375. Et nous voyons apparaître en 1376 le tarot du côté de Venise, qui était maîtresse de la Méditerranée à cette époque-là. C'est-à-dire, Venise avait la situation de New York, et quand vos États sont
vaincus par les musulmans, vous êtes obligés de rentrer, de vous rapatrier vers l'Occident, et c'est ce qui s'est passé pour l'ensemble des derniers chrétiens du Moyen-Orient. Ils sont venus avec leurs imagiers, qui avaient conservé toute une tradition spirituelle qu'ils avaient mis en image, et c'est à partir de ce moment-là où nous voyons apparaître le tarot en Italie. Voilà pour l'origine. C'est un circuit très compliqué qu'il a fait, et c'est le circuit, je dirais, qui aujourd'hui est à peu près accepté par l'ensemble des spécialistes. Alors, nous avons bien compris qu'au départ, ça n'était absolument pas un jeu, que c'était des cartes qui servaient visiblement à la divination. Ces cartes ont-elles connu plusieurs évolutions, ou est-ce que dès 1376, les dessins sont restés les mêmes jusqu'à nos jours? Pratiquement. Ah bon? Pratiquement. Nous reconnaissons toutes pour les premières cartes sur lesquelles nous avons une datation, se situe entre 1420 et 1425. Ce sont donc les cartes du tarot de Visconti. Nous reconnaissons déjà tous les arcanes majeurs. Tous, sans aucune espèce d'exception. Ils étaient déjà 23. 22 plus 1. 21 plus 1, 22. D'accord. 21 plus 1, 22. Ouais. Ils étaient déjà là. Elles n'étaient ni nommées ni numérotées. La numérotation est tardive et le fait de les nommer est tardif aussi. Et ça date probablement du XVIe, XVIIe siècle, nous ne savons pas. Les premiers jeux populaires conservés à la Bibliothèque nationale datent de 1650. Oui. Voilà. Mais alors, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de nom que l'on puisse, d'artistes auxquels on puisse attribuer ces dessins, donc. Non. Personne. Les seuls écrits que nous ayons datant de 1376 font allusion à un sarrasin du nom de Haïl. H-A-Y-L. Haïl. Oui. Nous ne savons pas qui c'est. Sarrazin, c'est certainement un chrétien revenu du Moyen-Orient et, je dirais, bronzé par le retour de ces pays chauds. Mais c'est tout. Sarrazin signifiait ça. Oui. Donc ça reste quand même très mystérieux, très tout ça. Mystérieux. Très mystérieux. C'est une tradition spirituelle complète, sur lequel aucun rajout n'a été fait finalement depuis cette époque-là, et que nous avons de conserver pratiquement intact depuis cette époque. Ce qui veut dire que depuis 1376, l'essentiel, le côté universel de ces cartes est établi. Exactement. Alors ça, c'est encore plus impressionnant. Jean-Claude Flornoy, une première pause et on se retrouve dans quelques minutes avec vous pour essayer de comprendre à ce moment-là ce que ces cartes ont d'universel puisqu'elles n'ont quasiment pas bougé dans leur représentation depuis 1376. Rendez-vous compte, c'est absolument fascinant. Alors, que représentent ces cartes? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Est-ce que ceux qui les ont créées en avaient conscience? Visiblement oui. Nous allons lever le voile sur toutes ces interrogations dans quelques minutes. Si vous-même, vous utilisez donc les tarots de Marseille, si ce sujet vous passionne comme nous, si pas mal de questions vous viennent à l'esprit, vous pouvez nous appeler, nous communiquer vos réactions par SMS. Vous tapez le mot Sud sur votre téléphone portable, vous laissez un espace, votre message, votre numéro de téléphone, si vous voulez que l'on vous rappelle, votre question, et vous envoyez le tout au 71 200, ou encore vous pouvez nous appeler à notre standard au 0826 300 300 pour nous faire part de vos réactions. 0826 300 300. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Marc Lavoine, tu m'as renversé très jolie chanson dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous parlons des tarots de Marseille avec notre invité, le spécialiste français des tarots de Marseille, Jean-Claude Flornoy. D'ailleurs, une belle exposition sera consacrée aux tarots de Marseille, à leur histoire et aux symboles que ces cartes représentent. Ça se déroulera dans le cadre du Salon du Livre Ésotérique les 17 et 18 juin prochains. Ce sera à Condom, dans le Gers, dans le cadre d'un très
très joli lieu, ce sera dans le cloître de Condom, en plein centre de Condom. Jean-Claude Flornoy y donnera également une conférence samedi après-midi et plus de 16 éditeurs seront présents dans le cadre donc du Salon du Livre ésotérique et plusieurs autres conférences, notamment sur la franc-maçonnerie. Ce sera samedi soir, le Salon du Livre ésotérique, donc les 17 et 18 juin. Jean-Claude Flornoy, quels sont en quoi va consister l'exposition que vous allez montrer dans le cadre de ce salon? Dans le cadre de ce salon, je vais présenter un tarot ancien datant de 1701, qui est le tarot de Jean Dodal, Oui. qui est un quartier lyonnais de la tradition, qui est probablement un des derniers maîtres de la tradition de la tradition française. Quand vous dites quartier, c'est les cartes, hein, un maître quartier, quelqu'un qui fait les cartes. Quartier, Hein. tout à fait. Un maître graveur et probablement un éditeur aussi, parce qu'à cette époque-là, ils étaient les deux, Oui. graveur et éditeur. Donc le tarot a très probablement été fait par Jean Dodal, qui l'a aussi diffusé et vendu un petit peu partout, en France et à l'étranger. Oui. Je le présente ainsi que le sens de toutes ces cartes sous le thème de pèlerinage de l'âme. Le pèlerinage de l'âme. Le pèlerinage de l'âme. Et ce sera évidemment l'objet de votre conférence le samedi après-midi. Le samedi après-midi, je ferai cette conférence se rapportera principalement à l'histoire et aux légendes autour de toute cette tradition d'imagerie opérative. Parce que c'est une imagerie qui a une efficacité pratique, technique. Le tarot a été conçu par des maîtres de l'image, exactement dans la filiation des maîtres de verre et des verriers des cathédrales, Oui. pour pouvoir transmettre au travers des couleurs un ensemble, ouvrir des portes intérieures avec ces ensembles de couleurs et la manière dont elles sont organisées. Donc ces cartes sont largement plus que des simples dessins, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Oui. Et donc, ce qui veut dire que le ou les dessinateurs qui les ont créés avaient conscience de ça. Tout à fait. Ils étaient formés dans ce sens par le compagnonnage. Le compagnonnage fonctionnait avec l'apprentissage, le compagnonnage et la maîtrise. Et ce sont des maîtres du tarot qui, après un grand nombre d'années d'expérience, étaient acceptés par leur père comme maîtres. Oui. Mais alors, les créateurs, parce qu'ils sont plusieurs, a priori, vous pensez à une seule personne, comme une espèce j'allais dire de prophète. Non, le mot est trop fort. Mais quelqu'un qui a eu une illumination, quoi, en quelque sorte. Non plus. Moi, je pense que c'est un seul homme qui l'a fait, un seul imagier qui l'a créé, et que c'est le résumé par l'image d'un enseignement intérieur qui était transmis au Moyen-Orient, probablement du côté de Damas, aux alentours de 1350. Dans ces années-là, c'est une grande époque de diffusion du soufisme dans ces régions. Oui. Et l'ensemble des religions du livre suivaient les grands maîtres, les grands enseignements de ce secteur. C'était une époque très dynamique et tous les chercheurs intérieurs se réunissaient, quelle que soit leur religion d'origine. Oui. Nous avons un SMS qui vient d'arriver de Philippe qui nous a envoyé cette question que je vous transmets, Jean-Claude Flornoy. Où et comment peut-on apprendre sérieusement à lire et à interpréter les tarots de Marseille? Je n'ai pas de réponse, malheureusement. Nous ne sommes pas nombreux à faire du travail sérieux. Et nous ne sommes que quelques-uns en France et c'est tout. Ouais. Est-ce que c'est un chemin que l'on doit emprunter seul? Je veux dire, comme vous, prendre les tarots, et puis, aller, hardi petit, regarder les cartes, réfléchir dessus, essayer de lire à droite à gauche. Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer ce gitan, qui était une sorte de magicien, sorcier, sorti de je ne sais où. Je l'ai rencontré vraiment ce sont les hasards de la vie qui me l'ont fait rencontrer. Oui. Il a réussi à me transmettre quelque chose d'une manière totalement incongrue. Et donc je ne peux rien répondre à ça. Vous voyez, je suis navré, je ne peux pas répondre. Cet homme-là, son enseignement a fonctionné avec moi
pour une raison totalement inconnue. Ouais. Peut-être a-t-il raté avec d'autres, peut-être a-t-il réussi avec d'autres, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un enseignement verbal qui m'a été transmis et qui n'avait rien à voir avec le tarot. Ouais. Mais alors, revenons à ce créateur de ces tarots de Marseille, donc 21 lames plus une. Hein, ce créateur était un véritable visionnaire, puisqu'il a laissé tout un cheminement symbolique à travers ces cartes. Et si vous le voulez bien, je vais vous demander de prendre un exemple, la première carte, hein, la toute première, qui est numérotée donc 1, qui s'appelle le battleur, c'est ça? Oui. Hein, donnez-nous-en l'explication. Le faire très rapidement, c'est difficile, mais je vais essayer. Bon. Le battleur est représenté tout d'abord tenant dans la main gauche, une baguette magique. Oui, il tient une baguette. Il Oui. tient une baguette. Oui. Dans certains autres tarots, il s'agit d'autre chose, mais c'est pas le lieu ce soir. Il tient une baguette. Dans l'autre main, il tient, selon les tarots, soit une pièce, soit un gland. Oui. Pour les tarots les plus anciens, il s'agit d'un gland. Le gland, c'est le fruit du chêne. Le chêne, c'est l'arbre traditionnel des druides. Cela signifie, voilà, l'enseignement contenu dans ces images est un enseignement qui s'origine dans l'enseignement de nos anciens druides. Nous sommes le fruit de cette connaissance. D'accord. On commence comme ça avec le tarot. Oui. En plus, certains tarots nous présentent aussi, je dirais, une sorte d'arnaque imaginaire avec une main qui peut être sur laquelle on peut compter 5 ou 6 doigts. C'est fait exprès. Dès le départ, le tarot vous dit attention à nos images, tous nos détails font sens et quelque part, vous allez vous faire arnaquer et rouler dans la farine. Je suis un magicien, je suis un battleur de foire et je vais vous rouler dans la farine. Je suis l'être qui s'incarne et qui va jouer sa vie qui se présente sur un coup de dé, parce que nous avons aussi des dés sur cette table. Oui, exactement. Et cette table a 3 pieds. Oui, c'est vrai. Oui, oui. J'ai la carte sous les yeux. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Comme toutes les incarnations, c'est-à-dire, c'est quelque chose d'instable. Rien n'est fixé d'avance, notre vie n'est pas fixée d'avance, c'est à nous, avec nos armes et notre liberté, de jouer notre vie et de la construire. Voilà comment ça commence le tarot. Oui. Et les couleurs de ce battleur, est-ce qu'elles ont une signification? J'imagine que oui. Elles n'ont pas de signification, mais elles ont une efficacité. Les couleurs sont une des manières dont nous pouvons parler avec notre inconscient. Notre inconscient ne comprend pas les mots, il ne comprend pas les analyses, mais il comprend les sons, les odeurs, les couleurs, le toucher. Voilà ce que comprend notre inconscient. Donc, l'ensemble de ces couleurs sur le tarot sont faites pour parler directement à notre inconscient. On n'a pas besoin d'analyser et de comprendre. D'accord. Recevoir et accepter ces couleurs suffit. C'est comme une sorte de lâcher prise devant les cartes, comme disent certains sophrologues. Tout à fait, il s'agit de ça. C'est la meilleure manière d'aborder le tarot et de le comprendre. Le tarot dit tout en images, ne dit rien avec des mots. Quand le tarot vous montre une image, une figure de quelqu'un en train de loucher, Oui. eh bien, il suffit de faire l'expérience et de loucher. Dans la position représentée par l'image. C'est un enseignement par l'image, un enseignement que notre tradition occidentale faisait depuis déjà des siècles et des siècles. Les cathédrales gothiques et les églises romanes sont pleines de tous ces enseignements par l'image. C'est une continuité au travers d'un jeu de cartes et un jeu d'argent qui était mis dans les bistrots pour pouvoir se maintenir dans la durée. Ah oui, c'était une manière de pouvoir être présent partout et être à la portée de tout le monde, y compris de ceux qui ne savaient pas lire. Et il y en avait beaucoup à cette époque-là. Exactement. C'était
la manière dont cet ancien, qui était un sage, revenu de ces royaumes du Moyen-Orient et arrivé à Venise, qui était le New York de l'époque, complètement décalé, il n'a pas su quoi faire pour transmettre son enseignement. Et alors il a fait ça. Il l'a mis dans des images et il l'a jeté dans la société civile des bistrots et des joueurs d'argent, Ouais. pour qu'ils puissent, comme une bouteille à la mer, que ça puisse être reçu et compris par des générations futures. C'est toujours l'impression que j'ai eue en travaillant depuis 7 ans sur le tarot. Ouais. Jean-Claude Flornoy, vous restez avec nous. Un autre SMS vient d'arriver qui dit « J'utilise les tarots de Marseille, mais aussi d'autres tarots qui sont aussi valables. » Alors on se posera la question tout à l'heure, je vous poserai la question de savoir s'il existe d'autres tarots qui sont aussi intéressants que celui qu'est le tarot de Marseille sur lequel nous travaillons ce soir. Et je vous demanderai de nous expliquer, comme vous l'avez fait pour la carte numéro 1, le battleur, ce que représentent d'autres cartes. On prendra d'autres exemples et y compris parler de la dernière parce que jusqu'à maintenant on parle de 21 lames majeures plus une. Et tout à l'heure, en fin d'émission, cette plus une, c'est quoi? C'est laquelle? Et qu'est-ce qu'elle représente? Toutes ces questions restent en suspens, nous allons y répondre dans le courant de cette émission. Vous pouvez évidemment nous contacter 0826 300 300 ou nous envoyer des SMS comme l'ont fait Roger et Philippe. Vous tapez Sud sur votre portable, un espace, votre réaction, votre question et vous envoyez le tout au 71 200. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Mon cœur, mon amour, c'était Anaïs sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous parlons des mystères que cachent et recèlent les tarots de Marseille avec Jean-Claude Flornoy qui sera au Salon du Livre ésotérique de Condom les 17 et 18 juin prochains avec une exposition consacrée à ces tarots de Marseille et également samedi après-midi une conférence qu'il donnera au public donc à Condom dans le Gers dans le cadre du cloître au Salon du Livre ésotérique 17 et 18 juin. Jean-Claude Flornoy, revenons à ces tarots de Marseille qui ont donc, chaque carte a une signification bien précise donc. Oui, tout à fait. Et il faut les prendre dans l'ordre évidemment. Le tarot est un raccourci imagé de ce que tout le Moyen-Âge a cherché à représenter un peu partout, c'est le pèlerinage de l'âme. Quel est le chemin? La grande question du Moyen-Âge était celle-ci. Quel est le chemin par lequel nous allons passer entre le moment où nous nous incarnons et le moment où nous allons mourir? Quel est le chemin d'un être complet? Et toutes les étapes sont donc représentées une par une. Oui. Elles sont saucissonnées. Oui. Nous commençons par la première période qui est l'enfance. Et donc nous rencontrons d'abord la grand-mère, parce que le tarot présente ça dans cet ordre-là. La grand-mère, la mère, le père et le grand-père. Et nous recevons tous ces enseignements de toutes ces personnes. Et après ça seulement, nous pouvons être lâchés et faire notre apprentissage dans la vie. Alors c'est l'amoureux, où là c'est la première rencontre, la première ouverture du cœur. Après ça, c'est le chariot, c'est l'individuation qui commence. C'est-à-dire la capacité à dire je, à arrêter de dire nous, oui. Et de dire je. Je me pose dans la vie, et ce n'est plus nous, en tant que caste ou en tant qu'organisation sociale, qui dirige ma vie, c'est moi qui commence à vivre. Oui, donc c'est en quelque sorte couper le cordon ombilical et grandir en étant conscience du chemin qu'il reste à parcourir, en gros. En ne sachant rien du tout, en étant parfaitement ignorant. C'est pour ça que sur cette carte du chariot, nous avons ce petit prince qui est coupé en deux au niveau de la ceinture et qui est manipulé par deux chevaux qui tirent chacun d'un côté. Ah oui, c'est vrai, oui. Voilà oui. comment est représentée cette carte et cette phase. Après ça, cette phase d'apprentissage continue. Il y a cette phase représentée par la justice où il faut trancher, il faut se séparer, couper le cordon ombilical. L'ermite
qui est le moment où on acquiert un certain nombre où on satisfait un certain nombre de curiosités par rapport à l'ésotérisme, par rapport au yoga, par rapport toute cette recherche un peu un peu partout, de savoir ce qu'il peut y avoir pour soulager un petit peu notre interrogation et notre demande intérieure. Oui. Et après ça, arrive la phase de compagnonnage. On commence à savoir ce qui se passe. On a été perturbé, la roue de fortune représente un état extrêmement difficile parce que la roue, à l'époque des imagiers du tarot, Oui. les premiers imagiers, c'était un outil de torture. Oui, oui. La roue, oui, c'était un des pires qui soit même. Un des pires qui soit. Oui. Et ça signifie que c'est un état très dépressif où on est brisé. Et de cet état, on arrive la force, où là, on est capable de manger et de mordre dans la vie. Construire son métier, construire sa maison, avoir des enfants. C'est une phase de compagnonnage, une phase déjà qui commence à être adulte. Et alors là, cette carte, la force, qui est donc la 11e, hein, si je vous suis bien, Tout à fait. voilà, représente une femme qui tient la gueule d'un chien ouverte avec les deux mains, c'est ça? Alors, d'abord, si vous regardez très bien les détails, vous vous apercevez que cette femme met son pouce et coince sur certains tarots, c'est très bien représenté. Sur le tarot de Nicolas Convert, par exemple, c'est très bien représenté. C'est un tarot ancien qui date de 1760 et qui a été fait à Marseille et qui est, je dirais, le classique des tarots et c'est ce tarot-là qui a donné à toute cette tradition d'imagerie le nom de tarot de Marseille. Mais il faut savoir que les tarots anciens étaient faits à Paris et à Lyon, et les plus vieux tarots que nous ayons conservés datent de 1650, et c'est un tarot parisien. Ah oui, d'accord. En 1701, c'est un tarot de Lyon que nous avons. Et ce tarot classique qui a donné son nom tarot de Marseille, lui ne date que de 1760. Et pour la force, cette femme a le pouce qui écrase, comme font tous les dompteurs, qui écrase la lèvre sur les dents, pour le cas où le lion, parce que c'est un lion sur le tarot de Nicolas Convert qui est représenté, referme la gueule. En écrasant avec le pouce la lèvre sur les dents du lion, il se mord lui-même s'il doit mordre le dompteur. D'accord. Il se mord d'abord lui-même, c'est un geste de dompteur. Donc cette femme, qui représente, je dirais, toute la puissance de l'intuition et de la créativité, dompte la force brute avec beaucoup d'astuces. D'où le rapport féminin-masculin à l'intérieur de chaque être également. L'activité, la construction de sa propre vie. Si vous voulez être créateur, vous devez être à la fois très fort et à la fois très féminin, très sensible. Autrement, ça ne fonctionne pas. Évidemment, évidemment. C'est très logique tout ça finalement. Hein. C'est du vécu. Ce sont toutes ces phases de vécu par lesquelles les uns et les autres nous passons, qui sont décrites par ces lames du tarot, par l'image et le pendu. Ah oui, alors le pendu, parce que ça c'est très bizarre. Donc c'est la 12e carte. Quand nous avons fait une très belle réussite financière, par exemple, très longtemps, l'arcane 11, dans mes ateliers, pour bien le faire comprendre, je disais, c'est l'arcane Bernard Tapie. C'est vrai, c'est ce que je racontais, mais au moins c'était clair. Et puis si on regarde la vie de Bernard Tapie, c'est pareil. Il s'est mis à basculer. Lui, toute sa vie, a basculé. Il s'est retrouvé que par-dessus tête. Mais il a retrouvé, je dirais, l'arcane 12 représente le don des larmes. À nouveau, même un homme le plus dur, même Bernard Tapie, je suis sûr qu'il a retrouvé ses larmes au moment où tout a basculé pour lui. Il a pu rentrer à nouveau dans son monde intérieur. Et c'est ça que signifie cet arcane. Mais alors, dites-moi, ce pendu, il est pendu, le bâton... il est pendu par un pied. Voilà, il est pendu par un pied, il est accroché par une corde donc, et de chaque côté, il y a comme un arbre, mais où on a coupé les branches. Oui. Et les larmes, ce serait le bout de ces branches, c'est ça? Non. Le pendu, si vous regardez bien, ce qui est très intéressant dans le pendu, c'est beaucoup plus
Oui. Le plus intéressant dans le pendu, c'est la langue qu'il tire. Si vous regardez bien l'image, il tire la langue et il a les deux yeux qui louchent vers le nez. Oui. C'est un très vieil exercice de yoga, d'un yoga très puissant, de montée d'énergie et pour se relier à ses émotions. Ah bon? La langue, tirer la langue dans l'image signifie respirer très rapidement, avoir la respiration du petit chien. Oui, oui, oui. Hein? Ça signifie ça. Et vous faites cet exercice de respiration du petit chien qui est une hyperventilation finalement, en louchant sur le bord de votre nez, et vous allez voir ce qui se passe. Vous avez des remontées de mémoire qui arrivent à toute vitesse et des larmes qui arrivent. D'accord. C'est un vieil exercice de purge que pratiquaient entre autres les Templiers après la bataille. Le soir, quand ils rentraient, on faisait faire cet exercice aux jeunes pour qu'ils puissent purger leur esprit des violences de la journée. Oui. C'était très psychologique, psychanalytique même. Oh, expérimental. Il Ouais. faut les faire, ces exercices. Et le tarot montre comment les faire. Et alors, les montants, toujours les montants de ce pendu, les bouts de branches qui sont coupés et qui sont peints d'ailleurs de couleurs différentes, il y en a 12. C'est pas par hasard, j'imagine. Non, je pense pas que ce soit par hasard, mais je n'ai pas vraiment d'explication à vous donner, je ne sais pas. Ouais. Vous voyez, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je peux vous parler et des choses sur lesquelles je ne peux pas parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Voilà. Mais alors, dites-moi, les symboles, parce que je suppose qu'il existe d'autres types de tarot. Ah oui, c'est vrai. Nous devions parler de ça. Il y a plus de 1000 tarots aujourd'hui vendus. Ah oui. Vous avez aussi bien le tarot Miquel, le tarot Barbarella, le tarot des pierres précieuses, le tarot des chats, le tarot des Indiens d'Amérique, le tarot, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des tarots d'éditeurs. Nous avons une tradition, qui est la tradition française. Nous avons un certain nombre de jeux historiques, sortis desquels il n'y a plus que des tarots fantaisie. Il n'y a plus réellement de maître du tarot depuis maintenant près de 300 ans. Voilà malheureusement ce que nous devons dire. Tout le reste n'est que fantaisie. Donc, Nous avons les tarots historiques, oui. et le reste n'est que fantaisie. Il y a un SMS qui vient de nous arriver, de Monique de Nîmes, qui dit « Peut-on se tirer les cartes, quelles qu'elles soient, pour soi-même ?» C'est-à-dire y compris un jeu de 32 cartes, j'imagine, tout à fait classique. On peut toujours le faire. Le problème, c'est l'interprétation. Ouais. Nous sommes juges et partis. Oui. Alors que faire? Si nous avons confiance en nous, ça va. Mais si on tire les cartes pour savoir quelque chose, c'est que nous n'avons pas confiance en nous. Exact. Alors, que faire? Ouais, restons sur cette interrogation. Jean-Claude Flornoy, une pause à nouveau et on va se retrouver pour que vous me répondiez à cette question. Depuis tout à l'heure, on le dit, les lames du tarot, les lames majeures, 21 plus 1. Alors, c'est ce plus 1 qui est surprenant, cette dernière carte. Vous allez nous expliquer ce en quoi elle consiste. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Garou et cette nouvelle chanson, l'injustice sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange. Nous parlons des tarots de Marseille, du tarot de Marseille avec Jean-Claude Flornoy qui, je vous le rappelle, sera présent au Salon du Livre ésotérique de Condom les 17 et 18 juin avec une belle exposition qu'il a créée sur le tarot de Marseille et également une conférence qu'il va donner dans le cadre de ce Salon du Livre ésotérique où il y aura d'ailleurs pas mal d'autres conférences sur l'hermétisme, sur l'alchimie également et sur le symbolisme des chemins de Saint-Jacques. Ce sera au cloître de Condom les 17 et 18 juin. Jean-Claude Flornoy, parlons de cette dernière carte, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler, vous allez me dire si c'est la bonne dénomination ou pas. 21 cartes plus une. Pourquoi est-ce qu'elle est séparée des autres? D'abord, c'est la carte qui s'appelle le mât ou le mat, M-A-T, hein, ça s'écrit. Oui. Et elle n'a pas de numéro. Elle n'a pas de numéro, et elle s'appelle aussi le fou. Ah, très bien. Voilà. Sur le chemin intérieur, il y a toujours des moments où
la vie propose des raccourcis. Les raccourcis peuvent se présenter sous de nombreuses formes. Entre autres, j'en ai rencontré un certain nombre après des situations proches de la mort. Oui. Certaines personnes passent quelque part de l'autre côté, rencontrent ce que nos anciens nommaient Gwenwed, la lumière blanche, et en reviennent transformés. Oui. On en a parlé d'ailleurs dans le cadre de cette émission avec des témoins, des personnes qui ont vécu ce genre de phénomène. Et c'est vrai qu'ils voient la vie complètement différemment après. Ils sont transformés, Ouais. ils deviennent ce que les Tibétains nommaient autrefois, et encore aujourd'hui, pour ceux qui ont encore un peu de culture, les Bouddhas idiots. Ah bon? C'est la tradition des Bouddhas idiots. D'accord. Ils sont Bouddhas, illuminés, mais en même temps, ce sont des idiots. Ils ne sont pas passés par un chemin habituel d'enseignement et d'apprentissage, Oui, oui, et oui. donc ont des manières de mettre en mots qui sont idiotes, mais qui sont très fonctionnantes. Ce sont des gens qui éclairent le chemin de nombreuses autres personnes sans le savoir. Oui, 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 oui. Des idiots. Et c'est pour ça que nous autres occidentaux, nous les représentons, ces gens-là, avec l'effet solaire, pour ne pas dire plus, parce que certains tarots les représentent tout à fait avec l'ensemble de... On a bien compris, à l'air. Oui, à l'air, et se faisant mordiller par une civette sur les plus vieux tarots, Ouais. qui était l'ancêtre du chat. Et donc, nous avons des civettes de représenter sur les très vieux tarots. Oui, 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 oui. Et c'est donc l'explication de cette dernière carte, le mât. Le mât, le feu de Dieu, le Bouddha idiot, l'illuminé errant. Oui, oui, oui. C'est cette vieille tradition des troubadours, des chanteurs, des errants, Oui, oui. que nous avons respectés pendant très longtemps et qui malheureusement n'existent plus depuis quelques siècles maintenant. Jean-Claude Flornoy, nous accueillons Roger qui nous appelle de Bergerac, très jolie ville d'ailleurs. Roger, bonsoir. Bonsoir Louis, bonsoir Jean-Claude. Vous habitez une très belle ville, Bergerac. Hein. Ah, très très belle. Alors, vous, Roger, vous avez une anecdote à nous raconter sur les tarots de Marseille. Ben oui, ça s'est passé avec les bains à une librairie ésotérique qui s'appelait L'Ère du Verseau. Oui. Et j'étais allé acheter le livre sur le jeu de Lenormand, Oui. le grand jeu Lenormand. Et il y avait une personne qui se faisait tirer les cartes. Et la personne qui tirait les cartes, on était la patronne du magasin, il a dû s'absenter un moment pour servir une cliente. Oui. Et moi qui étais à côté, j'ai regardé le tarot de Marseille, et puis j'ai dit à la personne, bon ben voilà, vous attendez quelqu'un pour les fêtes, c'est un homme. Cet homme-là est marié, mais pour les fêtes, il ne viendra pas. Et vous le verrez après les fêtes. Par contre, ça va faire un changement pour lui. Et elle m'a dit, mais quel changement? J'ai dit, écoutez, moi, je vois, vu qu'il y a la tour qui s'effondre, je vois un changement dans la famille. Certainement une séparation, à mon avis. Oui. Et quand la patronne du magasin est revenue, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais vous savez les faire? J'ai dit, écoutez, je ne les fais jamais. Je ne les ai pas étudiés. Mais d'après les cartes que je vois là, que j'ai connues quand même en lisant un peu, c'est ce que moi j'en déduis. Vous avez parlé d'instinct en quelque sorte. J'ai parlé d'instinct. Tout à fait. Oui. Alors que le Normand, par contre, j'ai dû étudier les cartes. Le ministry, j'ai étudié les cartes. La Sibylle des Salons, j'ai étudié. Les Bélines, le petit Béline et puis le grand Béline, j'ai étudié. C'est quoi ces jeux? C'est des tarots? C'est des tarots différents? Ce sont des tarots, oui, parce que je crois que le plus ancien, à mon avis, c'est le tarot égyptien. Ah, je ne sais pas. On a le spécialiste sous la main. On va lui demander. Voilà. Jean-Claude Flornoy. Oui. Alors, le Béline n'est pas ce que l'on peut nommer un tarot, c'est un oracle. Oui. C'est-à-dire ce sont des cartes sur lesquelles vous avez un certain nombre de sentences inscrites Oui. et qui font réponse. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle un oracle. Oh, d'accord. Le tarot égyptien, c'est un tarot du 19e siècle. Oui. Bon, il a eu ses amateurs. Oui, visiblement, vous n'en faites pas partie. Hein. Non. C'est bien ce qu'on avait compris. Nous avons 4 ou 5 grands tarots, un point c'est tout. Oui. Tous les autres sont des tarots qui sont hors tradition. Ils valent ce que valent tous leurs auteurs. Ce que valent des êtres humains qui n'ont pas eu de formation spéciale. Oui, oui, oui. C'est ça le problème. D'accord.
Je me retourne vers vous, Roger. Vous utilisez plusieurs types alors d'oracles, de tarot, appelons ça comme vous voudrez, mais dites-moi, pour prédire l'avenir, finalement, le plus important, c'est peut-être celui qui manipule les cartes, pas forcément les supports. Vous n'êtes pas d'accord? Qu'en pensez-vous? Bah, les deux vont ensemble, hein. Oui, ça c'est clair. Parce que il y a la manière de décrire le support quand on le lit. Oui. Bon, et jusqu'à maintenant, là j'ai un petit peu arrêté, mais toutes les personnes à qui j'ai fait de la divination, si on peut appeler ça comme ça, je ne me suis jamais trompé. Oui, mais est-ce que vous aviez réellement besoin des cartes finalement pour le faire? Ah oui, oui, tout à fait. Pour vous, oui. Oui, que ce soit le jeu de 32, moi je suis pas médium ni rien, donc je n'ai aucune vision. C'est uniquement en ayant appris la lecture des cartes et les interprétations, qu'ensuite, en faisant le rapport d'une carte à une autre, comme on fait au Marseille. Le tarot de Marseille, c'est pareil, hein, les cartes sont en rapport les unes aux autres. Oui. Tout ce qui change, c'est la manière de les tirer. Mais vous pensez que vous n'apportez, je vais caricaturer, mais vous pensez que vous n'apportez rien? Ah, mais pour la personne qui se fait tirer les cartes, si, on apporte toujours quelque chose. Ouais. Mais le problème, il n'y a qu'une chose qu'on ne dit jamais au tarot en principe, c'est la mort. Oui. Ça, on ne le dit jamais. Parce que bon, ça peut être grave quand même, on peut se tromper là-dessus. Et on peut se tromper, c'est ça. Parce que si je me rappelle, pour changer légèrement de sujet, je ne sais pas si vous avez entendu parler au sujet du tirage de l'horoscope. Oui. Il y a une personne qui a fait tirer son horoscope pour son gosse qui était né, et le gars qui lui a fait l'horoscope, mais ça c'est toujours pareil, c'était fait par ordinateur, lui a prédit un grand avenir. Malheureusement, le gosse est mort. Oui. Bon, il y a eu une plainte déposée, la personne qui a eu cette famille-là a gagné quand même. Oui, ce qui est normal quand même, oui. Donc, il faut être très prudent quand on tire les tarots et savoir où il faut s'arrêter. Alors, je crois et je pense que la personne qui est spécialiste, que je ne pourrais pas aller voir malheureusement parce que je suis au travail, sera de mon avis. Alors, je lui laisse la parole pour voir. Jean-Claude Flornoy, la divination et les tarots, c'est vrai que c'est une grande question. C'est une grande question. C'est une question qui existe depuis le départ. Il y a 3 niveaux de questions et de réponses que l'on peut faire avec le tarot. Il y a l'événementiel de base, c'est-à-dire est-ce que je vais rencontrer la femme de ma vie? C'est la réponse aux 4 grandes questions, amour, argent, santé. Toutes les questions que se pose tout le temps l'humanité. Voilà, toute l'humanité. Il y a ça comme premier stade. Le deuxième stade est un stade psychologique. Quelles sont les émotions qui me manipulent? Comment vont-elles évoluer? Et le troisième stade, c'est qu'est-ce que je vis? Et quelle va être la prochaine phase que je vais avoir à vivre? Comment m'y préparer? Voilà les 3 niveaux où le tarot peut répondre. Et ça, c'est chacun des lecteurs ou des interprètes du tarot qui se situe à l'un des 3 niveaux. Et pour les personnes qui fréquentent qui fréquentent le tarot, doivent se poser la question: suis-je à ce niveau de base? Suis-je à ce niveau psychologique? Ou suis-je à ce niveau, je dirais, énergétique? Comme ça. Oui. Et vous-même, est-ce que vous vous êtes fait tirer les cartes ou est-ce que vous tirez les cartes? J'ai beaucoup tiré les cartes autrefois, mais je ne le fais plus maintenant. Je préfère parler sur le tarot et remettre les pendules un peu à l'heure sur ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Oui. Mais vous pensez que n'importe qui peut tirer les cartes? Il suffit, parce que j'ai acheté du coup le tarot de Marseille pour me plonger un peu dedans pour préparer cette émission, et il y a un petit lexique qui est vendu avec, qui explique sommairement la signification de chaque... Excusez-moi, oui, mais jetez-le tout de suite. C'est le pèlerinage de l'âme. Une fois que le tarot représente toutes les étapes. Une fois que vous avez compris, une fois que vous avez lu et que ces étapes ont pu vous être formulées, ça devient très facile de tirer le tarot. Il suffit de se rappeler ce que l'on a vécu lorsque nous-mêmes vivions ces étapes-là, pour pouvoir en parler beaucoup plus facilement.
C'est comme ça que s'interprète le tarot. Mhm. C'est l'expérience, et seule l'expérience peut vous permettre de faire une lecture de tarot qui soit valable. Mais dites-moi, n'importe qui ne peut pas tirer les cartes quand même. Tout le monde peut le faire à son niveau. Voilà, c'est ça en fait. Le vrai truc, c'est ça. C'est ça. Ouais. Tout le monde peut le faire à son niveau. Et si la personne est bien calée et bien juste avec elle-même, elle le fera de manière excellente et très bien. Quel que soit son niveau. Oui, oui, oui. Mais si elle est perturbée et si elle n'est pas bien, eh ben... Perturbera et elle fera que la personne en face ne sera pas bien non plus. Oui, oui, oui. Mais l'enseignement quand même primordial de ce jeu de cartes, c'est quand même le chemin, comme vous l'avez dit vous-même, pour reprendre vos termes, c'est le pèlerinage de l'âme, le pèlerinage de la personne qu'il représente. Exactement. Le tarot, c'est le pèlerinage de l'âme, c'est la présentation avec les images issues du Moyen-Âge de ce pèlerinage de l'âme. Ce que nous faisons depuis notre incarnation jusqu'à notre mort et notre désincarnation. Très bien. Merci Jean-Claude Flornoy de nous avoir éclairé sur les arcanes du tarot. Et je rappelle donc qu'une très belle exposition que vous emmenez sera consacrée au tarot de Marseille, à leur histoire et aux symboles que ces cartes représentent. Ce sera au Salon du Livre Ésotérique les 17 et 18 juin prochains, durant le week-end, donc à Condom, dans le Gers. Durant ces 2 jours, vous allez installer donc votre exposition dans le cadre de ce Salon du Livre Ésotérique dans le cloître de Condom. Ce cloître qui va accueillir également plus de 16 éditeurs différents, en passant de Dervy, Cosmogone, d'Angle, Arma Artis, 16 éditeurs différents, tous très sérieux dans ce domaine évidemment, qui seront là pour présenter leurs ouvrages à ceux et celles qui voudront bien s'y rendre. Plusieurs conférences également, dont une conférence de Jean-Claude Flornoy évidemment sur les tarots de Marseille, une conférence sur l'hermétisme, sur l'alchimie de Patrick Rivière qui a été l'invité de cette émission entre autres, et également une conférence sur le symbolisme des chemins de Saint-Jacques avec un grand conférencier qui sera présent. Merci Jean-Claude Flornoy et à bientôt dans le Gers donc. À bientôt et merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. Che Silorio Massarini soutiene Redina Forza.